Alors, Jérôme Leroyer, quand il a réussi à fonder les Filles de Saint-Joseph, la partie française a été la partie, disons, peut-être la plus facile à réaliser. Mais la deuxième étape, c'était fonder un hôtel-Dieu à Montréal. Et là, à partir du moment où il a mis tout en mouvement, il s'est dit, il va me falloir des personnes pour aller sur place et puis remplir les missions qui vont avec. Alors, une des missions, c'est la mission de s'occuper des pauvres et des malades, comme ce qui se passait dans les différents hôtels-Dieu en France, et puis qui se passait d'autant plus qu'au moment où il va rencontrer Jeanne Mans, il aura déjà fondé 3 maisons, une à La Flèche, une à Baugé et une à Moulins. Et donc, il a besoin de quelqu'un pour s'occuper des pauvres et des malades en Nouvelle-France. Et là, grâce au père Charles Lallemand, qui est un jésuite qu'il avait côtoyé au collège des jésuites, il fait la connaissance d'une brave jeune fille qui est originaire de Langres en Champagne, Jeanne Mans, qui de son côté cheminait et avait le désir, on dirait maintenant, de partir sur la route pour se mettre au service des pauvres et des malades, et qui en avait parlé aussi au même Charles Lallemand. Ce sont le réseau de la Providence, comme j'aime le dire. Et donc, Jérôme va rencontrer Jeanne Mans et il va voir dans cette personne-là la personne à laquelle il avait pensé dans une de ses nombreuses visions, parce que Jérôme, en dehors des temps forts de 1630-1635, avait souvent des visions précises de ce qu'il devait faire, des personnes qu'il devait rencontrer. C'était une grâce qui lui avait été accordée, octroyée. Donc il va rencontrer cette personne, et cette personne, effectivement, correspondait tout à fait au profil de la personne qu'il fallait pour conduire les affaires concernant les pauvres et les malades à Ville-Marie. Mais en plus de ça, Jeanne Mans aura aussi le rôle d'économe pendant tout le temps qui s'écoulera depuis la premier pas mis sur l'île de Montréal en 1642, le 18 mai, jusqu'à sa mort, puisque dans un contrat précis, il avait été stipulé que Jeanne Mans allait être l'administratrice de l'Hôtel-Dieu jusqu'à la fin de sa vie, et le relais serait passé ensuite aux religieuses hospitalières de Saint-Joseph. Après Jeanne Mans, donc la personne qui devait s'occuper des pauvres, des malades et gérer l'Hôtel-Dieu de Ville-Marie, il fallait aussi pour la colonie un chef militaire qui soit expérimenté et habile. Et là encore, c'est tout un jeu de relations qui va s'établir. Il y a un garçon qui s'appelle Paul Chemedet de Maisonneuve, qui est originaire aussi de la Champagne, qui lui a déjà participé à de nombreuses guerres, il est formé pour cela, mais il avait le goût de se mettre au service d'une cause qui lui permettrait de mettre en avant ses compétences, mais aussi d'être toujours en lien en parfaite adéquation avec sa foi, c'est-à-dire pas faire la guerre pour la guerre, mais faire la guerre pour le bien de la cause en quelque sorte. Et quand il va prendre connaissance du projet de M. Jérôme Leroyer de la Dauversière, il va y avoir une parfaite adéquation avec ses aspirations profondes. Il a 29 ans quand il rencontre Jérôme Leroyer de la Dauversière, et tout de suite le courant passe. Jérôme sait qu'il pourra avoir une parfaite confiance vis-à-vis de cet homme-là, et puis ça sera réciproque. Il y aura un bel effort conjoint pour arriver aux fins voulues par le Seigneur au départ. Jérôme, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'avait pas de finances personnelles. Très vite, il a eu l'idée de fonder une société Notre-Dame, à laquelle appartiendraient toutes les personnes qui seraient d'accord pour mettre leur énergie et leurs finances au service de la cause que le Seigneur demandait à Jérôme de remplir. Et au départ, il y a eu Pierre Chevrier, baron de Francan, mais très vite, M. Jean-Jacques Ollier va faire partie de cette équipe-là, avec un certain nombre d'autres personnes, mais les autres personnes, ce seront plus des nobles, des bourgeois qui ont des finances,
mais Jean-Jacques Lelier va faire partie, disons, d'un premier niveau. C'est plus l'esprit que plus les moyens spirituels et relationnels et humains que les moyens financiers proprement dits. Et la rencontre avec Jean-Jacques Ollier, ça va être aussi le troisième morceau du Pulse, si je puis dire, puisque, comme nous le savons, en 1659, quand le Saint-André quitte La Rochelle pour partir en Nouvelle-France, il y a les Sulpiciens, Marguerite Bourgeois avec en prémisse les sœurs de la congrégation Notre-Dame, et puis les religieuses hospitalières de Saint-Joseph. Donc le relationnel entre Jérôme et M. Ollier, c'est un relationnel qui débute très tôt. C'est à Meudon, je crois, qu'il a rencontré M. Ollier, et très vite le lien va être fort. Le désir de fonder une communauté de prêtres qui seront attachés de Saint-Sulpice, qui seront attachés notamment à la fondation de Ville-Marie pour évangéliser les sauvages. Ça, c'est une volonté commune. Et après, nous savons que Jean-Jacques Ollier, à Saint-Sulpice, va développer son œuvre créatrice. De même que Jérôme a créé les filles de Saint-Joseph, Jean-Jacques Ollier va créer les Sulpiciens, du nom du lieu de Paris, là, qui a vu Jean-Jacques Ollier s'installer, créer un séminaire pour la formation. 1659, Jérôme, après avoir béni ces filles de Saint-Joseph qui sont en partance pour la Nouvelle-France, rentre chez lui. Jérôme, dans sa vie, il y a eu des hauts et des bas, comme ça arrive à bien des personnes. Il y a des moments où il a été très malade, des moments où, miraculeusement, providentiellement, il s'est remis sur pied très vite pour le bien de la cause. Mais là, quand il rentre de La Rochelle, il s'arrête à Saumur, dans un lieu qui s'appelle les Ardilliers. Il va prier la Sainte Vierge à Notre-Dame des Ardilliers, c'est au bord de la Loire. Et puis il rentre sur la Flèche, et là il va s'aliter parce qu'il est malade. Il est malade, en fait, il a plusieurs maladies. Il y en a toujours une qui prend le pas sur l'autre, mais au final il est faible, fragile. En plus de ça, c'est une période, le XVIIe siècle, où les grands priants se donnaient des mortifications. Alors c'est un ensemble plus les soucis qu'il avait, un ensemble de charges, de poids, de souffrances, qui fait que, bon, là on aime à dire que la maladie qui a emporté Jérôme, c'est une maladie qui s'appelle une dysenterie générale. Bon. Il rentre chez lui. Son fidèle ami, Pierre Chevrier, baron de Fancamp, sera toujours là, même dans les moments les plus difficiles, et il assistera aux derniers jours de Jérôme. Les derniers jours de Jérôme dont il parle dans une lettre fameuse qui a été envoyée par ses soins à un jésuite qui se trouve aux Nouvelle-France, le père Chaumonot, et dans laquelle lettre il dit qu'effectivement, après de grandes souffrances, tout d'un coup, Jérôme va avoir comme une paix qui va s'inscrire sur son visage, et il va dire miséricorde, et puis il va avoir les bras levés au ciel dans une direction qui ne laisse pas du tout de doute, et puis il va s'endormir dans sa belle mort, là, le 6 novembre 1659. Il ne sera jamais allé en Nouvelle-France, et il aura passé toute sa vie à s'en occuper. Il est quasiment mort ruiné, parce que l'entreprise dans laquelle il s'était lancé était une entreprise à but non lucratif, contrairement à beaucoup d'entreprises qui étaient à cette époque-là avec pour seul objectif de faire de l'argent. Qu'on pense à tous ceux qui venaient en Nouvelle-France pour le commerce des fourrures, des pelleteries, ou ceux qui, comme en Amérique du Sud, les Espagnols cherchaient de l'or, mais non, ce n'était pas du tout les objectifs de Jérôme et puis des amis qu'il avait fédérés autour de lui. Il est mort ruiné parce qu'il y a un bateau qui revenait de Nouvelle-France qui a sombré. Et les bénéfices, de toute façon, quand ils faisaient ce commerce, parce qu'ils avaient obtenu le droit de faire un petit peu de commerce dans le domaine des fourrures, des pelleteries, les bénéfices étaient reversés en entier
pour la vie dans la colonie. Ce n'était pas du tout pour enrichir quelques personnes que ce soit. Donc il meurt en laissant sa famille dans une situation pas possible, mais bon, en ayant rempli la mission qui lui avait été confiée, dirons-nous à jour avec le Seigneur peut-être. Toute personne se promenant sur le trottoir de l'avenue des Pins et passant devant le musée des religieuses hospitalières de Saint-Joseph ne peut pas ne pas voir que le musée est en partie visible de l'extérieur parce qu'il y a un escalier qui est là, mis en évidence. C'était une condition nécessaire et suffisante que le musée soit construit en mettant en valeur cet escalier. Cet escalier a une histoire énorme. Il a été construit pour l'Hôtel-Dieu de la Flèche dans les années 1630 parce qu'il y avait un petit hôpital à la Flèche, l'hôpital Sainte-Marguerite, mais bon, ce n'était pas du tout ce que Jérôme voulait, donc il a été reconstruit et l'escalier a certainement été construit à ce moment-là. Et cet escalier permettait à Jérôme régulièrement de monter dans son bureau. Et c'est par cet escalier-là que tous les visiteurs qui avaient besoin de rencontrer Jérôme accédaient au bureau de Jérôme. Et donc il en a vu passer des personnes, alors ça pouvait être un évêque, ça pouvait être des religieuses, ça pouvait être des engagés, des personnes qui venaient signer leur acte d'engagement pour passer en Nouvelle-France et puis pour se mettre au service de la cause que Jérôme défendait. Cet escalier, quand l'Hôtel-Dieu a été restructuré, alors dans les années 1950 peut-être, a été démonté. Puis le maire de l'époque, le député maire de l'époque, M. de Montgascon, en a fait cadeau à Montréal et a donc fait procéder au démontage et à la mise en caisse d'une manière très très soignée, lesquelles caisses ont pris la direction de la Nouvelle-France par les gros bateaux qui existaient pour faire la traversée entre la France et le Canada à cette époque-là. Mais arrivés au Canada, ces caisses-là sont restées en souffrance pendant un certain nombre d'années jusqu'à ce que M. Amour Landry, qui était aussi un passionné, un photographe, on dirait peut-être aussi un recherchiste, ait eu envie que cet escalier ne pourrisse pas dans ces caisses-là et a mis tout son réseau de relations en œuvre pour que finalement deux compagnons du devoir du Tour de France, deux compagnons charpentiers, sortent ces morceaux de ces caisses-là, s'y attellent, regardent dans quel état de bonne ou de moins bonne composition étaient ces morceaux et les restructurent pour remettre à jour, à neuf, l'escalier tel qu'on aurait pu l'emprunter si nous avions eu besoin d'aller frapper à la porte de Jérôme Le Royer. Et finalement, c'est pour l'inauguration du musée en 1992 que l'escalier a été monté à la place que nous lui connaissons actuellement et que chaque visiteur, chaque personne venant s'intéresser à l'histoire des religieuses hospitalières, à l'histoire des liens entre la Flèche et Montréal, peut découvrir.